Mais si tu veux, le mot décroissance, c'est un mot obus, nous a décrit le camarade qui a pris le mot. Elle a une conséquence pratique. Donc il y a une forme d'affection qui est profonde en moi et que dans ma période de dur à cuire idéologique, j'aurais pas avoué, parce que ça ne se faisait pas de dire ces affects. Donc oui, alors je m'identifie à l'histoire nationale, mais j'en ai une analyse. Il y a au fond 3 histoires de France. La première, c'est l'histoire scientifique, la science historique. Que s'est-il passé, qui, quand, où, de quelle manière, comportant sa propre part d'interprétation, mais les historiens font toujours l'effort de s'en tenir à des récits ou chronologiques ou avec des études précises sur les objets de l'histoire. Et puis après, il y a le récit national qui, lui, est absolument partagé en deux entre des gens... Alors, allez, on va dire en 2,5. Il y a ceux qui disent « Ah, tout ça, c'est tout pareil ». Je me rappelle d'une discussion avec Lionel Jospin, où je lui avais dit la France, c'est la République. Et il m'avait dit, mais comment la République? Et avant, il y avait la royauté, ça existait la France. Je lui ai dit, ben justement, non, ça n'existait pas. Et je m'étais lancé dans la démonstration laborieuse, dont il n'a pas écouté un seul mot, pour lui dire qu'il n'y avait pas de France avant la République. Je lui ai dit, c'est pas les mêmes frontières, c'est pas les mêmes régions, c'est pas la même langue, c'est pas la même religion, Alors bon, ça lui passait au-dessus de la tête. Ça lui a prouvé qu'il y avait des gens qui pouvaient être encore plus rigides que lui en matière de théorie. Et donc, j'appartiens à cette école de pensée jacobine, qui souvent est confondue avec le Napoléon. Or, le jacobinisme n'est pas le centralisme autoritaire que d'aucuns décrivent, et Robespierre n'est pas l'homme qui envoie tout le monde à la guillotine. Alors après, par esprit de contradiction, et parce que j'ai toujours fondamentalement cru à la stratégie de la conflictualité. Et donc, quand nous avons commencé à recréer une gauche de combat, nous nous sommes appropriés Jean Jaurès et nous nous sommes appropriés Robespierre. Ma ligne était, nous devons nous approprier l'histoire nationale et ne pas l'abandonner à l'extrême droite. C'est pas eux qui sont légitimes à porter la parole des Français, c'est nous. Bon, on proclame que... En gros, si tu veux, les paroles de la chanson de Jean Ferrat, Ma France. Tu vois? Voilà. Alors... Mais quand même, en tant que bon ex-trotskiste, tu savais bien que cette tentative a déjà été faite dans les années 30 par le Parti communiste français, qui avait remplacé l'Internationale avec la Marseillaise, etc., et abandonné l'anticolonialisme. Oui, mais moi je ne suis pas concerné par ça. C'est-à-dire que moi je n'ai jamais mythifié le Parti communiste français. Je savais que c'était un parti communiste et je le sais toujours. Si tu veux, j'étais entré dans la lutte des libres, à ma manière et dans mes limites, par le syndicat. C'est-à-dire toujours par des structures de masse. Pour le syndicat que j'ai créé à Besançon était une structure de masse. Il y avait 600-700 adhérents. Hein. Et c'était un mouvement, si j'ose dire. Il faisait un peu de politique, même beaucoup. Mais on était contre les comités de lutte, c'est le syndicat. Mais si tu veux, le syndicat, nous avons commencé à noyauter des corpos. Nous avons commencé à faire des soirées dansantes pour ramasser du fric pour le syndicat. Donc j'en avais une pratique qui s'apparente plus à ce que j'ai fait depuis avec le mouvement insoumis qu'à l'idée traditionnelle des syndicats. Alors mes adversaires m'appelaient corpochon, tu vois, pour se foutre de moi, parce que je noyautais les corpos. Mais avec assez de succès, parce que... voilà. Mais ils se moquaient de moi jusqu'à ce que la grève commence, où là, plus personne n'avait envie de se moquer de moi. Mais voilà, donc, et de voir ça me fait dire, le Parti socialiste peut être une structure révolutionnaire, en tout cas pleinement impliquée dans une révolution, tandis qu'il y a quelque chose dans les pratiques de l'avant-gardisme qui fait qu'il n'est jamais dans les révolutions. En tout cas, alors je ne savais pas qu'il y avait dans le Parti socialiste des dizaines d'autres trotskistes infiltrés. Mais comment aurais-je pu imaginer un truc pareil, tu vois? Donc moi je râlais, je disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il y a une révolution, on fait rien. Et qu'est-ce que tu prends du Parti socialiste? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'héritage en fait? D'abord, tu as raison de dire que j'y ai passé l'essentiel de ma vie. Et fort heureusement, encore une fois, les circonstances m'ont permis de rencontrer de grands événements et de m'y confronter. Le grand événement, c'est la victoire du programme commun et tout le processus qui a conduit à la victoire. Parce que c'est lui qui est le plus important. Non seulement par la manière avec laquelle les masses ont été éduquées en masse
à adhérer au programme commun. J'ai passé des jours et des jours à aller avec le programme commun, toc, 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 expliquer ce qu'il y avait dedans. L'éducation populaire, quoi. Ah oui, puis tu sais, une éducation populaire qui te permet pas de raconter des salades, hein, parce que tu as des gens en face de toi qui ne parlent que de trucs concrets, et qui te disent qu'ils sont contents de voir que tu y crois, et puis des fois, à la fin de l'entretien, c'est « mais vous êtes avec les communistes, vous, hein ?» Alors on disait « ben oui, oui, ça se passe très bien, ils sont très bien et tout, oui, mais d'accord, mais enfin, ils sont contre Dieu. » Comment ça, ils sont contre Dieu? Ben oui, ils sont contre Dieu, nous on est pour Dieu, donc on vote pas pour ceux qui sont contre Dieu. On dit « attendez, c'est pas le sujet. Bon, nous, il y a qui croient en Dieu, d'autres qui croient pas. » Enfin, c'est pour te dire que dans une région qui était travaillée par le christianisme, où il y avait eu... cette question-là était posée, tu vois. Et ça, à qui tu réponds quand tu as juste ton bréviaire de formules toutes faites. Donc tu es obligé de commencer à réfléchir à plein d'aspects sur la manière de... Tu t'aperçois notamment d'une chose, c'est qu'un être humain n'est pas fait que de la vision objective de sa condition d'exploité social. Que les superstructures ne sont pas des superstructures, mais des composantes à part entière de la pensée d'un être humain. Et sauf à dire que la pensée est une superstructure, alors là, dans ce cas-là, bon, on ne se comprend plus, on n'est plus matérialiste. Bon, donc comment tout ça se construisait et s'organisait. Alors, du Parti socialiste que j'ai retenu, c'est la confiance. Alors d'abord, une méthode que j'avais appris, parce que le Parti socialiste, il a une histoire. À partir de 1983, sans que nous, on ait réalisé vraiment en quoi consistait le tournant qui avait été pris. Alors ils ont ensuite traversé l'Espagne, comme tu le sais, tout ça, c'est notre histoire française. Alors arrangé, hein, parce que depuis qu'on joue du violon, on s'est inventé gallo-romain, bon, parce qu'il fallait bien dire quelque chose, que faisaient les Romains jusqu'à Lyon, hein. Ça collait pas trop avec la France gauloise, parce que les Gaulois, ben, il y en avait partout, mais des Romains aussi. Et puis, bref, tu connais tout ça. Et puis, bon, donc eux vont avoir cette question concrète. Moi, mon parti pris est fait. Je plaide Nouvelle-France. J'ai pris les devants. Le concept de Nouvelle-France ne contient pas que la question de l'immigration, il contient beaucoup d'autres choses. Puisque je suis marxiste, il y a donc une réalité en soi de la Nouvelle-France et une réalité pour soi. Mais ce problème est posé et il faut attendre, il faut travailler patiemment jusqu'au moment où on pourra dire, bah, écoutez, nous, comme a fait Madame Mélanie, elle a dit, nous, elle était contre les Arabes et les immigrés, jusqu'au jour où elle est devenue Premier ministre, elle a dit, mais il m'en faut 500 000, parce qu'ici, il n'y a plus les gens pour bosser. Donc la question qui se posera à ce moment-là, de toute façon, ça se fera, qu'il le veuille ou non, d'ailleurs ça se fait déjà, ça va être plutôt de se demander comment on fait un peuple, et pas une addition de ghetto. Alors, voilà. Et la vieille France, c'est... j'ai du mal à l'appeler vieille France, parce qu'elle a même plus ses arbres. Et j'ai pas envie de me faire donner la leçon par un monsieur Retailleau, qui est un descendant admirateur des Chouans, qui sont des traîtres à la patrie républicaine, puisqu'ils ont attendu l'envahisseur anglais sur les plages où nous les avons mis en déroute. Alors, deuxième élément du livre, la question urbaine. Les spectateurs ne voient pas la tête que fait la personne qui m'interroge, qui est toujours consternée quand je fais des remarques sur l'histoire de France. Alors il sourit. Non, mais il a un bon sourire. Je suis moitié français, donc je sais ça. Ça y est, la contamination est commencée. Tu vas te mélanchoniser en 2 temps 3 mouvements. Je suis que 3/8 anglais. Donc la question urbaine. Oui. C'est quoi cette nouvelle civilisation urbaine que tu décris dans le livre? Pourquoi, en quoi elle est-elle nouvelle? Et c'est quoi le rapport au réseau qui joue un rôle? Alors, il y a plusieurs questions dans la tienne, mais en effet, c'est le point nodal. En réalité, pour nous, je veux dire la petite équipe qui m'a aidé et qui a changé beaucoup de compositions, mais le point d'entrée avait été la ville, pas le nombre. Le nombre, c'est venu après. Pourquoi? Parce que il y avait eu la ville matrissait une forme politique. J'en ai donné un exemple caricatural. Et c'est là qu'on a fait des choses, des découvertes qui sont sans doute battues en brèche. Mais par exemple, nous avons pensé que c'est la ville qui, évidemment, crée le capitalisme, je viens de dire pourquoi. Parce qu'elle crée le marché, parce qu'elle crée l'accumulation, parce qu'elle crée le stockage. D'après les Anglais, le capitalisme a commencé en Angleterre, et c'était le capitalisme agraire. Mais bon, continue. Oui. Sans les villes. Oui, mais et puis tu as des formes de réseau qui existent avant même l'existence des villes. Mais on trouvera toujours dans les êtres humains toutes sortes
toutes sortes de modes d'accumulation. Alors oui, chez les Anglais, parce qu'il y a eu l'accumulation des terres, on a foutu les gens dehors, bon, et donc l'accumulation a pu se faire comme ça. Mais enfin, bon, ça ne nie pas pour autant qu'il y ait eu des villes, et la population qui a été foutue dehors des campagnes, elle a bien été quelque part, elle a été dans les usines ensuite, avec la plèbe des villes. Mais une conséquence, par exemple, c'est, je pense que la ville a créé le patriarcat. Pourquoi ? Pour une raison toute bête. Maintenant, il est prouvé, heureusement, c'est d'ailleurs la seule fois où une science a été modifiée par un point de vue politique, que la préhistoire doit s'écrire aussi au féminin. Elle n'était écrite qu'au masculin. Et des femmes en France ont fait, pas qu'en France, quand j'attribue ça à des Français, parce qu'il y a des... Et je renvoie à un livre qui s'appelle Lady Sapiens, que beaucoup de préhistoriens disent c'est un abus, c'est exagéré, bon. Et en quoi la planification écologique est-elle un nouveau rapport au temps ? La discordance des temps, je vais te dire de quelle réflexion elle a résulté. Au départ, nous sommes matérialistes, nous sommes marxistes, donc pour nous, il n'y a jamais eu de problème à penser l'écologie. Parce que nous croyons au contraire qu'elle est en quelque sorte un aliment inouï du communisme. Parce que c'est l'écologie qui fait comprendre ce qu'est un bien commun, mieux que bien d'autres réflexions. Et des biens communs fondamentaux, dont l'appropriation privée passe pour un scandale, auprès de qui que ce soit à qui tu le présentes. Pourquoi quelqu'un s'approprierait l'eau ? Pourquoi il s'approprierait l'air ? C'est une pensée qui est d'autant plus violente pour moi que j'ai connu les débuts de l'ultra-socialisation. Dans mes brochures de jeunes militants, on donnait comme exemple, tu as peut-être connu ça dans les écoles de formation marxiste, il y avait la valeur d'usage et la valeur d'échange. Alors, au bout d'un moment, le professeur nous demandait de donner des exemples. Alors, qu'est-ce qui avait une valeur d'usage, mais n'avait pas de valeur d'échange ? Bon, alors à chaque fois, on disait l'eau, il y a toujours quelqu'un pour dire, si, il y en a en bouteille, ouais, mais bon, tu peux boire sans acheter la bouteille. Ben non, tu peux plus boire sans acheter la bouteille, ni ouvrir le robinet. L'idée qu'il y avait comme ça à dessiner des biens communs qui n'étaient pas seulement des potentialités communes. Tu vois, par exemple, tout le monde est capable d'être intelligent et d'être éduqué. Bon, et d'aller très loin. Ouais, ben c'est un potentiel. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'un bien commun et qui, pour pouvoir continuer à être un bien, doit rester commun. Bon, il n'y a pas d'eau possible si elle est privée, parce qu'au bout d'un moment, celui qui la possède va la saloper intégralement. Bref, tu as compris l'idée, hein ? Donc on n'avait pas de mal à penser ça, et puis mais on n'aimait pas, si tu veux, le bricolage. Hein, on additionne, alors on revendique pour ci, on revendique pour là. Mais bon, quelle est la cohérence de tout ça ? Alors on avait trouvé une formule qui nous permettait de répliquer au productivisme, parce qu'on ne voulait pas tourner autour de cette question. La formule, c'était, il ne faut pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. C'est ce que nous avons vendu à tout le monde et obtenu quelques beaux succès de polémique. Mais nous étions quelques-uns à trouver que c'est une formule qui avait vite sa limite. Parce que ce qu'elle va reconstituer, dans quel délai ? Parce que si c'est pour reproduire du pétrole, ok, ben c'est 1 litre par 100 ans. Donc il faut quand même beaucoup de temps. Bon, tant mieux, on ne prend plus de pétrole. Mais si tu veux, je te donne ça comme formule humoristique. Hein. Donc on a dit, ça ne peut pas aller. Comme nous sommes des matérialistes, nous devons répondre à cette question. En combien de temps ? On ne prend pas plus que ce qu'elle peut reconstituer. En combien de temps ? Et le temps, bon, ça nous ramène... C'est une question qui est toujours très centrale dans tous mes travaux intellectuels. On en revient aux temps sociaux. Donc, ce que tu vas découvrir, qui est le bouchon, qui te vole 1 heure, 2 heures de ta vie, est le résultat d'une mauvaise conjonction des cycles. C'est la raison pour laquelle les marxistes contemporains doivent se donner pour objectif de se rendre maître des temps, maître des horloges. Parce que qui tient les horloges tient le pouvoir. Et donc la réponse de la planification écologique, qui a eu l'idée courageuse de reprendre le concept de planification ? Non, en plus, par esprit de provocation. Mais bon, c'est conforme à ce que j'ai toujours dit, c'est la stratégie de la conflictualité qui paye. Si tu veux... Cliver, comme disait Lambertiste, il faut cliver. C'est Lambertiste qui disait ça. Alors moi, je croyais avoir lu ça dans Marx, mais bon. Ou Trotsky, non, mais bon. Tu as lu le bouquin qui s'appelle Politique de Trotsky dans la collection U, ça te dit rien ? Non. C'était un résumé assez grossier, par catégorie. Ça m'a beaucoup apporté à moi. Mais enfin, pour venir à la stratégie de la conflictualité, si tu veux,
Je n'aimais pas le côté... je veux pas leur en faire le reproche, mais... ok, d'accord, bon, il faut protéger tout ce qu'on veut, mais comment on fait concrètement? Tu vois, c'est un peu le même discours que celui d'un programme, c'est pas ce qu'il faut faire. Bon, alors comment on fait? Par quel bout on prend? Donc on va faire de la gestion prévisionnelle, on me disait. Voilà, gestion prévisionnelle, bon. Je comprends parfaitement l'approche marxiste, qui consiste à dire le capital, il faut toujours qu'il vende quelque chose, donc n'importe quoi, ça lui va. Hein. Et donc il crée des besoins artificiels. Mais comme marxiste, et comme matérialiste, je dirais, vous n'êtes pas assez exigeant, tout est artificiel dans l'être humain. Pas tout à fait. Karl Marx dit la faim qui s'apaise de chair déchirée avec les ongles ne peut pas être satisfaite de la même manière qu'avec de la chair cuite. D'accord? Il a raison. Alors la chair cuite, on digère plus facilement, donc il y a une raison qui incite, un principe auto-organisateur, mais donc j'ai essayé dans mon approche, moi, de parler des besoins essentiels, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu repartir de la nature animale de l'être humain, pour voir si c'est pas par là qu'on devait commencer. Et je trouve que, du coup, ça m'amène à une nouvelle formulation du rôle des cycles, puisque tout à l'heure, je parlais du cycle de la nuit, du silence, etc. Voilà comment, à la fin, sans en avoir l'air, et en souscrivant à des normes commerciales de mise en place des chapitres, pour essayer de capter l'attention du lecteur, au fond, je dois admettre que, sans que ce soit un dogme, oui, c'est une théorie globale que je présente. Et comme je présente le mode d'action de la révolution citoyenne, oui, c'est vrai, c'est une doctrine révolutionnaire. Alors, pourquoi venez-vous vous mêler de discuter des questions de logement et de dire qu'il faut réquisitionner les logements vides et tout ça? Et pour une raison qui peut avoir avec la morale, c'est que la nôtre, c'est pas profite et tais-toi. Et dire non, profite et tais-toi, c'est pas une attitude acceptable, c'est déjà commencer à dire, c'est pas acceptable parce que lui, il est dans la rue. Et nous sommes égaux, il a le même droit que moi à vivre sous un toit. Et donc, il ne faut pas exclure non plus la protestation morale du champ de la prise de conscience politique. Surtout que, si on veut bien y réfléchir, la quasi-totalité d'entre nous est entrée dans le combat révolutionnaire pour des raisons d'indignation, au départ, devant des situations qu'ils ne supportaient pas. Avant d'aller chercher dans la théorie l'explication de pourquoi c'était comme ça, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai jamais accepté les doctrines politiques qui conduisaient à la déresponsabilisation des individus. Alors des fois, ça aboutit à quelques controverses qui m'ont pas valu que des compliments, puisque, si tu t'en souviens, j'ai accusé les autorités universitaires qui m'interdisaient de tenir des conférences sur la situation du génocide en Palestine, de complicité, en disant, vous n'avez qu'à lire ce que raconte Hannah Arendt sur la force de la banalité du mal. Et je suis content parce que chaque fois que je me livre à ce que les autres considèrent comme des exagérations ou des excès, je lance une bille et ensuite je la vois rouler loin et être attrapé par un plus jeune, relancé. Alors chacun, évidemment, que fait-il? Reporte sur l'autre. Non mais d'accord, je vous ai coupé l'eau, mais c'est lui qui commandait. D'où il sort celui-là? Qui il est? Dehors aussi. Et le mot d'ordre de la phase destituante, c'est en Amérique latine qu'ils s'en aillent tous. En Tunisie, c'était dégage. En Égypte, c'était dégage. Il y a toujours un mot d'ordre de cette nature. Le peuple veut la chute du régime. Voilà, le dit tel quel, hein, et se nomme lui-même le peuple. Ensuite, il y a la phase constituante, qui est en réalité une double phase, c'est une phase de double pouvoir, où des gens constituent des assemblées. Je rappelle aux camarades les plus intégrés, si j'ose dire, en me moquant gentiment, que soviet veut dire conseil, et un conseil, c'est une assemblée citoyenne. C'est des gens qui se réunissent pour décider. Eh bien, il y a une phase pendant laquelle ces assemblées ont lieu, le modèle, on va dire, c'est le rond-point des Gilets jaunes, et décident des choses. Et par prédilection, ils décident des choses illégales pour capter l'attention et unifier les combattants. Donc ça, c'est la première forme constituante, c'est le double pouvoir. J'y insiste parce que c'est l'aspect que... Il ne faut pas croire que je suis obsédé par Trotsky, hein, c'est pas ma référence unique et encore moins permanente, mais lui décrit bien le mécanisme du double pouvoir comme le mécanisme central de la dynamique révolutionnaire. C'est que les deux pouvoirs sont conduits à se confronter.
te Et dire donc, que qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence stratégique là-dessus? la conséquence stratégique a été formulée dans notre programme et dans ma déclaration. Il faut tout réorganiser de la cave au grenier. Si nous dirigeons la France, nous transformerons la police de la cave au grenier dans toutes ses missions, et y compris nous transformerons un certain nombre d'objets qui sont des délits aujourd'hui, qui n'en seront plus demain, comme par exemple la consommation de cannabis, qui représente 60% des contacts physiques de la police avec la population. Sans oublier le contrôle au faciès. Oui, nous le briserons de cette manière-là, et je peux te dire que ça ne sera pas une plaisanterie. Et l'armée? L'armée française peut être républicaine, elle peut être républicaine, bien sûr, et d'ailleurs, elle l'est assez souvent. Alors évidemment, certains de ces jeunes gens sont très mal éduqués dans leurs écoles, où on découvre qu'ils s'associent pour faire des organisations fascistes. Ceux-là sont expulsés de l'armée, évidemment. Et bien sûr que, comme l'avait fait Pierre Jox dans la police, il avait mis au point une déclaration déontologique que tout le monde devait apprendre et être noté dessus. Dans l'armée, moi, les contacts que j'ai eus avec les militaires, bon, jusqu'à présent, personne ne m'a dit « Monsieur Mélenchon, vous allez voir que ce que nous allons vous faire ». Par contre, quand il y a d'anciens militaires qui l'ont fait, nous les avons dénoncés, ils ont porté plainte et c'est eux qui ont perdu leur procès. Par conséquent, je me sens assez tranquille. Donc Pinochet, c'est une exception chilienne, en fait? Non, oui, bien sûr. La preuve, il n'y a jamais eu de Pinochet en France. Pourtant, il y avait des occasions. François Mitterrand est mort dans son lit. Non, je pense que il faut toujours partir des conditions réelles et concrètes. L'armée française n'est pas l'armée chilienne. Bon. Et de même, les policiers anglais ont un niveau moral plus élevé que le niveau des policiers français, même si eux aussi, ils sont sujets d'un certain nombre d'objections et de remises en cause. Ils ne sont pas armés. Est-ce qu'il faut désarmer les policiers français? Évidemment. Ouais. Et tu sais qu'à chaque fois qu'on m'a dit comment, à chaque fois qu'il y a un problème, tu vois, on me dit, mais vous voulez désarmer les policiers, vous vous rendez compte, regardez ce qui s'est passé avec les Tchétchènes à Dijon. J'ai dit, très bien, il y avait là 10 policiers étaient armés, vous les avez vus tirer? Non. Ça prouve bien que c'était pas la bonne idée de tirer, je les félicite de ne pas l'avoir fait. Tu vois, les gens qui parlent d'armer les policiers vivent dans les fantasmes. Alors, notre rôle, mais tu comprends, il faut bien à chaque fois se demander de quoi est fait une croyance. Dans l'armée française, j'ai connu, moi, un général commandant, la 2e division blindée, Leclerc, dont le siège était à Versailles. Et c'était un camarade socialiste. Et il avait dit en arrivant, dans cette armée, il y a 2 traditions. Les hussards de l'an 2 et les Waffen-SS. L'économie d'armement est évidemment un volant d'entraînement pour les États-Unis d'Amérique, dont la clé nous a été donnée. Ils nous disent, vous êtes en déficit avec nous, vous nous achetez rien et c'est nous qui vous achetons. Très bien, qu'est-ce que tu vas faire? Venir avec un revolver et m'obliger à bouffer du chewing-gum? Ou quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Parce que la question fondamentale qui est posée, c'est que produisent les États-Unis d'Amérique. Ce qu'essaye de faire Trump, c'est de reconstituer une base productive. Il le fait avec une méthode enfantine, en quelque sorte. Des droits de douane appliqués comme ça, aveuglément. Donc ce type va d'abord mettre en danger la finance internationale, et puis l'économie de son propre pays et de ses voisins, notamment le Mexique et le Canada, qui n'ont aucun moyen de savoir comment faire pour appliquer ce que demande M. Trump, parce que 80% des pièces, par exemple, de l'automobile aux États-Unis arrivent du Mexique. Et que, premièrement, les Mexicains ne savent pas faire tout eux-mêmes, donc les produits passent la frontière plusieurs fois. Bon, tu connais toutes ces choses. Alors, nous allons nous opposer à l'économie de guerre, mais on ne va pas faire comme si c'était, on n'adhérera pas à l'idée que la menace est permanente et universelle. 2, on ne fera pas comme si tout d'un coup on s'intéressait à l'économie de guerre, alors qu'aujourd'hui, les productions et les achats d'armes dans le monde sont équivalents à 80% de ce que produisent... sont équivalents à ce que produisent 80% des nations du monde. Donc il y a déjà des dépenses militaires absolument inouïes qui suffiraient à réorganiser bien des sociétés dans le monde. Et la division d'un peuple, sa division sociale, sa division sous des prétextes ethniques et autres, sont des ferments d'explosion. Et je pense qu'un pays qui contient la moitié du territoire du voisin volé par une guerre est mal parti. Là, tu as vu peut-être, tu as fait attention au fait que Trump vient de déclarer que l'anglais était la langue officielle des États-Unis. Oui, c'était déjà le cas, et ça a été voté dans le passé. Pourquoi le fait-il? Parce que
Aux États-Unis, on parle beaucoup, beaucoup l'espagnol. Donc, si tu veux, mon intérêt est maintenant stimulé par tout ça. Mais ça n'enlève rien, je préfère être franc avec toi, pour l'énormité de la méfiance que les dirigeants politiques de ce pays soulèvent en moi, tu vois. Mais j'en reste pas là. Parce que pourquoi avais-je mis aux États-Unis les processus dont je me réjouis en France? La créolisation des États-Unis. Bon, elle a lieu, donc elle devrait les rendre meilleurs. Voilà. Quant aux Anglais, bon, alors là, je suis un Français très traditionnel. Ici, je fais rigoler tout le monde parce que je les appelle les Godons. Et alors, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, les Godons? Parce que Jeanne d'Arc les appelle les Godons. Et alors, je dis, mais pourquoi elle les appelle les Godons? Tu vois? Ben parce que c'est Goddamn, tu vois? Damned, tu vois? Alors, il disait, alors, c'est les Godons. Donc, les Godons. Ça fait bien rire tout le monde. Passion. Ici, en France, ils ont provoqué à d'innombrables reprises les cheminots. Bon, ils n'en sont pas venus à bout, mais quand même un peu. Mais les mineurs, la classe ouvrière anglaise et le combat dramatique, poignant, tu sais, des trucs qui te mettent les larmes aux yeux. Alors avant, les larmes aux yeux... C'était? Et galloise aussi. Les mines étaient là-bas? Ouais. Ben, en Angleterre et au Pays de Galles. Ouais. Et en Écosse. C'était des mineurs, camarades, c'était tout ce qui compte. Mais c'était quand même quelque chose d'incroyable de voir ça. Et puis après, bon, il y a ce que personne ne pourra jamais enlever au peuple anglais, la forme supérieure de l'humour. Parce que, qu'est-ce que tu veux? Celui qui ne voit pas Monty Python comme le prototype de l'humour dans ses formes suprêmes, ou bien quand j'étais gamin, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Three Men on a Boat, qui me plongeait dans des abîmes de rire, alors que je ne sais pas, ça fait rire beaucoup de monde, mais moi, ça me faisait rire. Et j'ai gardé des expressions empruntées à Three Men on a Boat, comme la politique du chien crevé au fil de l'eau, puisqu'à un moment donné, on croise un chien crevé au fil de l'eau, et je l'ai utilisé je ne sais combien de fois, si bien qu'un jour, j'ai fini par la retrouver dans la bouche de quelqu'un d'autre, et je me suis dit, j'ai gagné. Donc, tu vois, la littérature anglaise, avec Shakespeare, bien sûr, et Le bruit et la fureur, les mineurs anglais, c'est les luttes sociales, les Monty Python et Three Men on a Boat, qu'est-ce qu'il me reste à citer? Parce que pour la première fois, on entend des Chinois utiliser un vocabulaire qu'ils n'utilisaient pas avant. À propos de l'indépendance de Taïwan, qui est une folie, l'indépendance de Taïwan, ils ont dit, si vous le faites, nous n'hésiterons pas à recourir à la force. Militairement, ils ont fait des progrès gigantesques. Donc comment vont-ils s'y prendre? J'ai eu une discussion qui était assez drôle avec un ministre chinois. Et je lui dis, mais bon, quel est le rapport de force militaire? Il me dit, oh, il est excellent. Faut pas abuser quand même. Et je lui dis, vraiment, vous pensez? Il me dit, mais bien sûr. Il dit, nous, notre front, c'est la mer de Chine. Les États-Unis d'Amérique, c'est le reste du monde. Donc en mer de Chine, nous avons l'avantage tant qu'ils s'occupent du reste du monde. Mais là, l'autre, ce qu'il est en train de faire, c'est d'étendre tous les conflits pour pouvoir les occuper d'eux. Donc que va-t-il se passer? Et ces hypocrites d'Européens, tu sais, là, ils viennent de décider leurs 800 milliards, dont je viens de te parler à l'instant. Mais dans la déclaration de Mme von der Leyen, il y a « Eh, nous n'oublions pas ceux qui, comme l'Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, etc., défendent nos valeurs et sont prêts à continuer. » Ah, ça va, on a compris, quoi. Donc ça veut dire qu'une fois que l'Europe sera bien armée jusqu'aux dents, que Trump aura eu son tribut, c'est-à-dire les 5%, en tout cas une partie des 5%, et qu'il aura ramené la Russie dans le giron de l'Occident, ce qu'il aurait fallu faire avant, eh bien, tout le monde va aller s'occuper des Chinois. Mais enfin, à mon avis, il y en a pour encore 5 ou 10 ans, non?